Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première université de l'engagement. Je vais commencer de façon légère. Les fêtes de fin d'année, vous le savez, sont souvent un calvaire. Elles sont un calvaire pour tout le monde lorsqu'au dernier moment, on se rend compte qu'on n'a pas trouvé le super cadeau qui a du sens pour ses proches. Euh, En 2019, j'ai trouvé une solution formidable. Je vous la présente. L'Atlas de l'Anthropocène. Et je dois dire que j'en ai offert un lot et j'ai fait le même cadeau à tous mes proches. Ils ont tous été super contents. J'ai l'immense plaisir de vous présenter François Gemène. François Gemène est chercheur, il est membre du GIEC, il enseigne à la fois à l'Université de Liège et à Sciences Po Paris. Il donne des conférences dans le monde entier et il travaille sur la géopolitique de l'environnement, sur les questions de migration, sur les questions de changement climatique et d'adaptation. François Gemène, merci énormément d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler du signe noir et des signes blancs. Merci beaucoup, merci pour cette gentille introduction, pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui. Effectivement, je voulais vous livrer pendant l'heure que nous allons passer ensemble quelques réflexions sur ce que la crise actuelle voulait dire pour les perspectives de l'action climatique et en particulier, je voulais m'inscrire en faux contre cette idée que la crise actuelle serait bonne pour le climat ou qu'il faudrait répliquer contre le changement climatique les mêmes mesures que celles qu'on met à l'œuvre aujourd'hui contre le coronavirus. Je pense que la crise qu'on vit aujourd'hui est évidemment inédite par sa nature et par son ampleur, et donc elle est aussi profondément riche d'enseignements pour ce que nous pouvons faire pour lutter contre le changement climatique. Mais je crois néanmoins qu'il faut nous méfier parfois de raccourcis un peu dangereux qu'on entend beaucoup dans les discours publics, comme je le disais, l'idée que la nature reprenne ses droits ou que cette crise soit bonne pour le climat, parce que je pense qu'au contraire, il y a de très nombreux écueils qui nous attendent et que fait émerger cette crise, en même temps qu'elle fait émerger des opportunités. Ce qui est certain, c'est évidemment que la crise actuelle a un impact important sur nos émissions de gaz à effet de serre. On estime que les émissions en France ont diminué de 30% depuis le début du confinement. En Europe, on est sur une baisse de 60% depuis le début de la crise. Le trafic aérien a été divisé par 3. Et donc, on voit que vraisemblablement, cette année 2020 sera une année blanche pour le climat. Paradoxalement, c'est cette année que nous allons sans doute atteindre et dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Il aura fallu finalement une mesure sanitaire qui aurait eu beaucoup plus d'impact que des mesures de politique climatique pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis en même temps, je dirais que la crise actuelle est aussi en quelque sorte une expérience en temps réel de l'impact de nos activités sur le climat et sur l'environnement. On a vu non seulement les émissions baisser, mais également l'air se purifier. On a vu le retour de certains animaux dans les villes. Et donc, effectivement, il y a quelque part une vertu, en quelque sorte pédagogique, à cette crise. Néanmoins, je crois qu'il faut faire très attention à ne pas imaginer que les réponses que nous devons apporter au changement climatique peuvent être calquées sur les réponses que nous apportons aujourd'hui au coronavirus. Parce que le climat et le coronavirus sont des problèmes fondamentalement différents qui appellent des réponses fondamentalement différentes. Je crois que la première question qu'il faut nous poser et qui est riche d'enseignements, c'est de nous demander pourquoi nous avons bien davantage peur du coronavirus aujourd'hui que nous n'avons peur du changement climatique. Et si nous avons bien davantage peur du coronavirus, c'est avant tout parce que le virus nous apparaît comme une menace proche et imminente. Nous craignons chacun de contracter le virus, tandis qu'à l'inverse, le changement climatique nous apparaît encore comme quelque chose de relativement distant et lointain, comme quelque chose qui arrivera aux autres, à des plus vulnérables, avant de nous arriver à nous. Nous voyons que des célébrités ou des chefs d'État comme Tom Hanks, Boris Johnson ou le prince Albert de Monaco sont contaminés, et donc on se dit, si le virus touche même les riches et les puissants, alors c'est bien la preuve que personne n'est à l'abri.
Nous avons les yeux rivés chaque jour sur l'évolution de la courbe des décès, de la courbe d'hospitalisation. On a une sorte de décompte journalier, tandis qu'à l'inverse, les courbes que nous avons pour l'évolution du climat sont des courbes qui nous donnent des horizons à 2050 ou à 2100, c'est-à-dire des horizons, pour le dire platement, qui ne disent rien à personne. La plupart de ceux qui ont pris des engagements de neutralité carbone à 2050 ou de 2 degrés maximum à 2100 ne seront plus là au moment de constater s'ils ont tenu ou pas leur engagement. Et donc, on en arrive à créer une sorte de distance psychologique entre nous et le changement climatique, alors qu'à l'inverse, nous avons peur immédiatement et pour nous-mêmes du coronavirus. Et c'est une grande différence entre les mesures à prendre contre le coronavirus et contre le changement climatique. Avec les gestes barrières que leur gouvernement nous recommande de prendre, nous pouvons espérer un bénéfice immédiat et pour nous-mêmes. Alors qu'à l'inverse, pour le changement climatique, nous ne pouvons pas espérer un bénéfice immédiat pour nous-mêmes. Les mesures que nous prendrons pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, elles bénéficieront à la génération qui nous suivra, elles bénéficieront à des gens qui habitent parfois dans des pays très éloignés du nôtre. Et donc on ne peut pas espérer un bénéfice immédiat et pour soi-même. Et si nous acceptons des mesures drastiques de confinement pour lutter contre le coronavirus, c'est aussi parce que nous savons que ce sont des mesures temporaires. Tout le monde a un plan et tout le monde sait déjà ce qu'il ou elle fera le 11 mai. À l'inverse, personne ne peut avoir de plan pour l'après-changement climatique, simplement parce qu'il n'y aura pas de baisse de la température, il n'y aura pas de baisse du niveau des mers, il n'y aura pas de vaccin contre le changement climatique. Et donc, c'est là, je crois, où il y a une différence fondamentale entre les deux, et cette différence, c'est que le changement climatique n'est pas une crise. Je pense que c'est une erreur profonde de parler du changement climatique comme d'une crise, parce qu'une crise suppose un retour à la normale, un retour à la vie d'avant, alors que le changement climatique est une transformation irréversible de la Terre et de l'atmosphère qui l'entoure, et donc il n'y aura pas de retour à la normale, nous devons accepter ça. Et donc le climat va avoir besoin de mesures que nous allons pouvoir tenir dans la durée et qui vont amorcer un déclin de long terme des émissions de gaz à effet de serre. Le climat n'a pas besoin d'une année blanche ou de quelques semaines de confinement. Ça n'aura aucun effet sur le long terme, puisque le problème du changement climatique, c'est avant tout un problème d'accumulation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça ne veut pas dire néanmoins, cette différence fondamentale entre le coronavirus et le climat, ça ne veut pas dire néanmoins que la crise actuelle ne contient pas son lot de leçons pour la manière dont nous pouvons agir aujourd'hui et demain contre le changement climatique. Mais en même temps qu'elle contient son lot de leçons et d'opportunités, je crois qu'elle présente aussi un certain nombre de risques et d'écueils. Et je voudrais d'abord commencer par parler de ces risques et de ces écueils avant d'entrer dans le vif du sujet concernant les opportunités et les leçons. Le premier risque, je crois, c'est un risque qui est bien connu et qui a déjà été bien identifié en économie, c'est le risque d'un rebond des émissions une fois la crise passée. On sait parfaitement que toutes les crises s'accompagnent souvent d'une baisse des émissions, mais qu'à la suite de cela, les émissions rebondissent, parfois à un niveau supérieur à celui qui était leur niveau d'avant la crise. Par exemple, après la crise financière de 2008-2009, les émissions avaient rebondi en 2010 d'environ 6%. En d'autres termes, elles s'étaient replacées à un niveau bien supérieur à celui qu'elles occupaient avant la crise. Toute la question du rebond, c'est de savoir si ce rebond sera quelque part inférieur à celui au niveau d'avant la crise ou supérieur. S'il est supérieur, ça veut dire que l'économie sera repartie à plein régime, mais ça sera une très mauvaise nouvelle pour le climat. S'il est inférieur, par contre, ça veut dire que nous entrerons dans une récession de longue durée qui, là encore, portera des effets dramatiques, notamment pour le chômage des jeunes, pour les faillites des entreprises. Et donc, quelque part, on ne peut pas non plus vraiment souhaiter que le rebond soit inférieur à son niveau d'avant la crise. Parce que comme nous n'avons fait aucune transformation structurelle de notre économie, ça voudrait dire simplement que nous sommes entrés dans une récession de longue durée et personne ne peut évidemment souhaiter cela. Deuxième risque, il tient au plan de relance
de l'économie que les différents gouvernements vont être amenés à mettre en œuvre. On sait déjà que pour repartir, l'économie aura besoin qu'on lui injecte des milliards d'euros, de dollars et de yuan. Et donc, avec ces plans, les gouvernements vont disposer d'un instrument très puissant de planification de l'économie. En quelque sorte, ils vont retrouver une certaine forme de contrôle sur l'activité économique qu'ils avaient perdue ou qu'ils avaient abandonnée depuis très très longtemps. La grande question, c'est de savoir si ces milliards qu'ils vont réinjecter dans l'économie, ils vont effectivement les utiliser pour planifier une économie décarbonée, une sorte d'économie du monde d'après, ou si au contraire, ils vont les utiliser pour remettre une pièce dans la machine et pour en quelque sorte offrir une bouée de sauvetage à des industries liées aux énergies fossiles qui sont particulièrement touchées par la crise. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui est fait au Canada ou aux États-Unis, mais également en France avec les 20 milliards d'euros que vient de voter le Parlement, on a un peu l'impression malheureusement qu'on va surtout remettre une pièce, et une grosse pièce, dans la machine d'avant, et qu'on va en quelque sorte gâcher l'opportunité de faire émerger et de planifier une économie décarbonée compatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Le troisième risque, il tient à l'activisme d'un grand nombre d'industries et de lobbies qui aujourd'hui veulent véritablement utiliser cette crise pour s'affranchir d'un certain nombre de règles environnementales et pour essayer de déconstruire l'édifice de protection de l'environnement qu'on avait peu à peu construit ces dernières années. On voit qu'aux États-Unis, par exemple, l'Agence américaine de protection de l'environnement, qui est l'équivalent du ministère de l'Environnement, a décidé de ne plus poursuivre toute violation aux règlements environnementaux jusqu'à nouvel ordre. On voit qu'en France, on a réduit la distance de sécurité entre les épandages de pesticides et les habitations. On voit que les constructeurs automobiles font pression pour qu'on abandonne les normes d'émissions de CO2 des nouveaux véhicules. En quelque sorte, la crise a bon dos et aujourd'hui, tout le monde est en train d'essayer de l'utiliser comme prétexte ou comme excuse pour mener une très vaste offensive contre tous les textes et tous les règlements de protection de l'environnement qu'on avait patiemment pris ces dernières années. Et ça envoie un message terrible à la population et au marché. Ça envoie le message que finalement les règlements de protection de l'environnement sont une entrave à la bonne marche de l'économie. Et ça, en dehors des atteintes à l'environnement elle-même, je pense que c'est un message assez terrible qui est en train d'envoyer. Et ce n'est pas uniquement le fait des lobbies, c'est aussi le fait des gouvernements. Avant la crise, les pays membres de l'Union européenne avaient adopté le Green New Deal, qui était un plan de réorganisation assez important de l'économie pour la mettre en conformité avec les objectifs de l'accord de Paris. Et on voit qu'aujourd'hui, une dizaine de gouvernements, emmenés par la Tchéquie, la Pologne, mais aussi la Belgique, sont en train de presser la Commission européenne d'abandonner ce plan, alors que c'est exactement le plan dont l'Europe a besoin en sortie de crise. Et moi, c'est quelque chose qui m'inquiète énormément. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'inquiètent qu'après la crise, on revienne au monde d'avant. Moi, mon inquiétude, ce n'est pas celle-là. Mon inquiétude, c'est qu'on revienne 15 ou 20 ans en arrière, qu'on revienne au monde d'avant, le monde d'avant. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai risque et une offensive généralisée qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui et dont il faut se rendre compte. Le quatrième risque, le quatrième écueil que j'identifie, il touche à la coopération internationale. Le paradoxe de cette crise, c'est qu'on est face à une crise mondiale, mais qui est gérée par une multitude de réponses nationales qui sont non coordonnées les unes avec les autres, y compris les niveaux européens, ce qui conduit à des fermetures de frontières, y compris parfois entre pays voisins très proches comme la Belgique et les Pays-Bas, ce qui conduit à des scènes sordides où les gouvernements se volent des cargaisons de masques sur des tarmacs d'aéroports. Et au fond, on a l'impression que la coopération internationale ressort de cette crise en lambeaux avec des institutions considérablement affaiblies. Et là, je crois que ça doit être une crainte très forte parce que pour lutter contre le changement climatique, nous allons avoir besoin de plus de coopération internationale. Le paradoxe, c'est que les gestes, les mesures barrières qui sont recommandées aujourd'hui pour lutter contre le coronavirus, c'est-à-dire la limitation des échanges et des contacts, le confinement, le fait d'être claquemuré chacun chez soi, eh bien c'est exactement le contraire des mesures dont nous aurons besoin pour lutter contre le changement climatique. Nous aurons besoin de davantage de contacts, de davantage d'échanges, et de davantage de
de davantage de coopération. On peut discuter pour savoir si la fermeture des frontières est vraiment un instrument efficace pour limiter la propagation du coronavirus. Les premières études tentent à montrer que non. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la fermeture des frontières n'aura aucun effet pour freiner la propagation du changement climatique ou pour stopper les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, moi, ma crainte, vraiment, c'est une crainte pour la coopération internationale. Ma crainte, c'est en fait que les gestes sanitaires de protection contre le coronavirus ne deviennent à terme un projet politique dans lequel se rejoindraient les nationalistes et les survivalistes, le projet politique d'un monde où chacun vivrait claquemuré, chacun chez soi, dans des communautés autarciques, indépendantes les unes des autres, sans plus de contact, sans plus de coopération internationale, et ça me paraîtrait vraiment dramatique. Le dernier point que je voulais souligner et qui tient plus aux questions de communication, c'est le dernier écueil, à mon avis, c'est l'acceptabilité sociale des mesures de lutte contre le changement climatique à l'avenir. Si l'on continue à dire aux gens que la crise actuelle est bonne pour le climat, si l'on continue à dire pourquoi ne fait-on pas contre le climat, contre le changement climatique, la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui contre le coronavirus, on met dans l'idée des gens que pour lutter efficacement contre le changement climatique, il faut mettre l'économie à l'arrêt et vivre chacun chez soi, claquemuré. Et ça, je crois que c'est un message qui risque d'être rejeté massivement par la population une fois le confinement terminé. Je pense que peu de gens se souviendront du confinement comme d'une époque bénie, où certes c'était un peu pénible, notamment avec les enfants à la maison, mais où on luttait au moins efficacement contre le changement climatique. Et donc, si les gens se convainquent que la lutte contre le changement climatique requiert la cessation des activités et la mise à l'arrêt de l'économie, je crains fort que les mesures futures de lutte contre le changement climatique ne soient rejetées massivement, épidermiquement, par la population. Et ça, je crois qu'il y a un risque important en termes d'acceptabilité sociale. Ayant ces risques et ces écueils en tête, il faut, c'est en quelque sorte le verre à moitié vide, je crois qu'il faut aussi pouvoir voir le verre à moitié plein et voir quelles sont les opportunités que cette crise nous offre. Et j'ai envie de dire que la première opportunité, en quelque sorte, c'est une opportunité pédagogique. Nous faisons en quelque sorte l'expérience en temps réel, in vivo, de l'impact de nos activités sur l'environnement et notamment sur le climat. Et je pense que ça va conduire chez pas mal à une certaine forme soit de remise en question, soit au moins de prise de nouvelles habitudes. C'est vrai chez les particuliers, c'est vrai chez les entreprises. Je pense qu'une série d'habitudes prises pendant la crise, notamment de télétravail, de limitation des déplacements non essentiels, je pense que c'est des choses qui vont rester. Et sur lesquelles on aurait quelque part intérêt à capitaliser. Mais par ailleurs, ne nous l'aurons pas. L'aspiration première de beaucoup après la crise, ça sera aussi de retrouver leur vie d'avant, tout simplement. De retrouver leurs collègues, de retrouver leur activité, leur commerce, leur travail, voire même pour beaucoup de retrouver du travail, simplement pour ceux qui ont été en chômage partiel ou complet à la suite de la faillite de leur entreprise. Et donc la grande difficulté sera de quelque part rendre le monde d'après désirable pour ceux qui aspirent avant tout à retrouver le monde d'avant. Réfléchir et penser au monde d'après, c'est un luxe de privilégié. Et dans les crises, on sait que le passé a souvent tendance à être plus rassurant que l'avenir qui, lui, est pétri d'incertitudes. Et donc là, par rapport aux habitudes et par rapport aux questionnements que beaucoup vont avoir sur le monde d'après, je pense qu'il y a une opportunité à saisir en étant bien conscient que l'aspiration première de beaucoup, ça sera le retour au monde d'avant. La deuxième opportunité ou la deuxième leçon de cette crise, c'est le retour d'un certain sens de la solidarité. Si l'on veut se donner la peine d'y réfléchir, le confinement actuel, la mise à l'arrêt de l'économie, c'est au fond un geste de solidarité assez incroyable de la part des jeunes envers les plus âgés, envers les plus fragiles. On sait que ce sont les plus âgés et les plus fragiles qui sont les principales victimes de la pandémie. On sait que plus on est jeune, moins le Covid-19
a d'effets importants sur la santé, même si évidemment on déplore quelques cas de décès chez les jeunes aussi, mais enfin il y a quand même une corrélation très forte entre l'âge et la gravité de la maladie. Et donc au fond, ce sacrifice incroyable que l'on fait, on le fait pour préserver les vies des plus âgés, des plus fragiles. Et c'est assez remarquable en soi. Au fond, nous avons été capables de provoquer par nous-mêmes une crise économique majeure pour protéger les vies. Et ça, en soi, mérite d'être souligné, je crois, à l'heure où tout le monde dit qu'on fait passer le profit et l'économie avant les vies et la santé. On a fait exactement l'inverse dans cette crise, et je crois que c'est tout à fait remarquable et doit être souligné. Le problème, bien entendu, c'est que les jeunes risquent d'être doublement victimes à la fois des impacts du changement climatique, puisqu'ils seront la génération la plus touchée par ces impacts, et victimes aussi sans doute de la récession économique et du chômage massif qui s'annonce à la suite de l'effort qu'ils ont consenti. La question maintenant qui va être posée à l'ancienne génération, c'est de savoir s'ils seront capables, eux, de véritablement cesser de s'accrocher à l'économie carbonée pour laisser émerger l'économie décarbonée et pour ainsi préserver les plus jeunes. Et une autre question à partir de cette solidarité, c'est de voir si nous allons être capables de la faire dépasser nos frontières. Les plus vulnérables au changement climatique, ce ne sont pas seulement les vieux dans nos sociétés, ce sont aussi les jeunes qui sont au-delà de nos frontières. Et donc, la grande question, c'est comment nous allons pouvoir nous appuyer sur cette solidarité incroyable et peut-être insoupçonnée au sein de nos sociétés pour lui faire dépasser ces frontières géographiques et ces frontières générationnelles. Et ça, c'est un défi gigantesque. La troisième opportunité, dirais-je, c'est que cette crise nous invite à retrouver le sens du commun. On voit à quel point chacun valorise désormais les services publics, les métiers dits essentiels, c'est-à-dire ceux qui participent véritablement au bien commun. Et quelque part, même si le confinement peut exacerber les inégalités, ce qu'il fait, le virus a par ailleurs un côté exclusif. C'est-à-dire que nous devons nous occuper de tout le monde, et tant que nous ne sommes pas occupés de tout le monde, y compris de ceux qui étaient les plus exclus, les plus marginalisés de la société, eh bien personne n'est à l'abri. Et l'erreur, à mon sens tragique, que nous commettons aujourd'hui, c'est de ne pas prêter suffisamment d'attention aux sans-abri, aux travailleurs et travailleuses du sexe, aux migrants, c'est-à-dire à toute une série de catégories de la population qui vivent en marge de la société, mais qui néanmoins font partie de la société et qui peuvent devenir de nouveaux foyers de contamination. Et donc il faut le faire non seulement par humanisme et par grandeur d'âme, mais aussi parce que c'est la société tout entière qui est à risque si un seul de ses membres se trouve à risque. Et là, je pense qu'il y a une leçon d'inclusivité absolument incroyable que nous offre cette crise, qui est également le cas au niveau mondial. Si la pandémie continue à se développer dans les pays les plus pauvres, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'infrastructure pour contrôler la pandémie, eh bien ça veut dire que le monde entier risque d'être à nouveau affecté par cette épidémie et risque d'être à nouveau confiné. Et donc on voit très bien la nécessité d'avoir une sorte de gestion inclusive et non exclusive de cette crise. Et je crois que c'est un message qui est très puissant aussi pour l'action climatique, cette idée que des sociétés plus inclusives sont aussi des sociétés qui sont plus résilientes aux crises. Et puis, la quatrième et dernière opportunité, en tout cas parmi celles que j'identifie, j'ai aucun doute quant au fait que nous allons pouvoir ensemble en identifier d'autres, c'est évidemment celle d'une remise à plat, non seulement du système économique, mais d'un certain modèle auquel nous nous étions habitués. En quelque sorte, tous nos gouvernements avaient des réserves stratégiques de pétrole, mais rares étaient ceux qui avaient des réserves stratégiques de masques. Quelque part, ça en dit beaucoup sur notre modèle de développement. Et face à cette crise qui est sans doute la plus grave, qui touche nos démocraties depuis peut-être la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se rend compte que nos stocks stratégiques de pétrole sont complètement inutiles, et voire même quasiment sans valeur, vu les cours très volatiles du pétrole à l'heure actuelle. Mais par contre, nous aurions été bien avisés
de constituer ou de conserver des stocks stratégiques de masques ou de réactifs pour les tests. Et là, quelque part, cette crise est aussi une invitation quelque part à remettre à plat un certain nombre de postulats fondamentaux dans lesquels nous vivions. Et j'ai envie de dire que les réserves stratégiques de pétrole, plutôt que les réserves stratégiques de masques, doivent sans doute nous servir de métaphore pour pouvoir remettre à plat un certain modèle économique et un certain modèle de développement qu'il nous appartiendra à tous et à chacun de rendre désirable par rapport à toutes les forces contraires qui vont pousser pour ce retour dans le monde d'après. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que les choses peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre. Il y a quasiment autant d'écueils et d'adversités qu'il y a de leçons et d'opportunités. Je crois simplement, pour conclure, que nous aurions intérêt à nous souvenir qu'il est malgré tout possible, malgré tout ce qu'on avait pu dire, qu'il nous est possible, face à un danger imminent, de prendre des mesures radicales, très urgentes et incroyablement coûteuses, qu'il est possible à nos sociétés de déployer des trésors de solidarité et d'entraide. Et je crois que cela constitue un assez formidable tremplin pour nous projeter dans le futur, et ce sont en tout cas des leçons sur lesquelles nous aurons intérêt à capitaliser. Voilà, et je vais m'arrêter ici pour qu'on ait une demi-heure de discussion ensemble. François, merci beaucoup. Énormément de questions sur la page Facebook de l'Institut de l'engagement. Je vais commencer par des questions qui sont posées à la fois par Genier et Emilien. Est-ce que le Covid est une maladie qui est provoquée par les maltraitances que les hommes font subir à la planète? D'une certaine manière, oui. Donc le Covid est ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui est transmise à l'homme par les animaux sauvages. On estime qu'environ 3/4 des nouvelles maladies infectieuses qui apparaissent chez l'homme aujourd'hui sont des zoonoses, donc lui sont transmises par des animaux. Et c'est le cas de la plupart des grandes épidémies qu'on a connues ces dernières années. La grippe aviaire, la grippe H1N1, Ebola, le VIH-Sida, toutes ces épidémies sont des zoonoses qui nous sont transmises par des animaux sauvages. Pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus? Simplement parce qu'on détruit de plus en plus les milieux de vie de ces animaux sauvages, notamment à cause de la déforestation, ce qui veut dire que ces animaux se rapprochent de plus en plus des logements, des lieux d'habitation des hommes, et que, comme beaucoup d'animaux sont malheureusement élevés dans des élevages intensifs où ils sont très proches les uns des autres, qui sont favorables à la circulation du virus, c'est comme ça que les animaux développent des virus entre eux, et puis ensuite vont les passer à l'homme parce qu'ils sont très très proches des établissements humains. Alors dans le cas du Covid-19, il y a encore des études qui sont en cours pour savoir exactement comment ça s'est passé entre la chauve-souris et le pangolin. Je suis sûr que vous avez dû entendre parler de ces deux animaux. Il semble que ça serait un virus développé par la chauve-souris qui se serait transmis au pangolin. Et puis, comme le pangolin est une espèce qui est consommée en Chine, c'est ainsi qu'il serait passé à l'homme. Mais je veux dire qu'il y a encore aujourd'hui encore beaucoup d'incertitudes quant au mécanisme exact de transmission de l'animal à l'homme. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est une zoonose, donc c'est un virus qui nous a été transmis par les animaux, et que si l'on regarde la plupart des épidémies récentes, c'était également des zoonoses qui sont très directement liées, effectivement, au fait qu'on détruit de plus en plus les milieux de vie des animaux sauvages, qui se rapprochent des humains, et on voit donc bien ici les impacts sanitaires très forts de la perte de biodiversité. C'est une autre leçon. On a longtemps considéré la question de la biodiversité comme une question de plantes et d'animaux qui touchait uniquement les écosystèmes. On voit ici très nettement les impacts très profonds que ça a sur notre santé également. Il se demande en prolongement pourquoi les pays les plus riches et les pays occidentaux particulièrement, les pays de l'OCDE, semblent être les plus touchés. C'est une excellente question. Et c'est quelque chose qui, quelque part, pour le moment, interroge les scientifiques. Le paradoxe de cette épidémie, c'est que les pays qui sont les plus responsables du changement climatique, et en particulier les régions les plus industrialisées, que ce soit Wuhan, la Lombardie, le Grand Est ou l'Île-de-France ou l'État de New York, comptent parmi les plus responsables des impacts du changement climatique. Et à l'inverse, les régions du monde qui seront les plus touchées par les impacts du changement climatique semblent,
pour le moment, et pourvu que ça reste le cas, moins touchés et même relativement épargnés par la maladie. Alors, évidemment, on peut formuler plusieurs hypothèses. Pourquoi est-ce que ce sont ces régions industrielles qui sont les plus touchées? Il y a deux grands éléments qui me paraissent importants. La première, c'est que ce sont des régions qui sont beaucoup plus connectées les unes aux autres, où il y a beaucoup plus d'échanges et donc beaucoup plus de circulation du virus. Il y a beaucoup plus de vols entre l'Europe et la Chine qu'entre l'Europe et la plupart des pays africains, par exemple. Et donc, quelque part, du fait que ces régions soient tellement connectées et que le virus, quelque part, a été transmis par des voyageurs fréquents, des hommes d'affaires, des touristes, des étudiants d'échange, c'est cela qui fait sans doute que ces régions sont davantage, quelque part, prises dans la mondialisation et donc sont davantage touchées que les autres. L'autre hypothèse, qui est une hypothèse émergente et qui est de nature à renforcer la première, c'est que des études scientifiques parues récemment laissent entendre que la pollution atmosphérique pourrait être un puissant vecteur de propagation du virus. Et en d'autres termes, que le virus se propagerait davantage dans des régions très polluées, ce qui expliquerait que ce soit des régions industrielles qui aient été touchées avant les autres. Merci. Beaucoup de questions sur l'économie du monde d'après, avec Fabien, Margot ou Samantha qui se demandent est-ce qu'il faut souhaiter la fin du capitalisme ou est-ce qu'il faut espérer la décroissance? Les deux questions sont importantes et compliquées. Je vais commencer par la question du capitalisme et puis j'aborderai la question de la décroissance. Sur le capitalisme, il est certain que ce n'est pas le régime capitaliste aujourd'hui qui est le plus favorable à la lutte contre le changement climatique, soyons clairs. Et donc, quelque part, si on pouvait remplacer le capitalisme par un autre système économique, ça serait sans doute une bonne nouvelle pour le climat. Le problème, c'est que, d'une part, il y a beaucoup de populations aujourd'hui dans le monde qui aspirent au capitalisme et pour qui le capitalisme représente un espoir. On a l'impression ici que, vu de France ou vu d'Europe, on est un peu revenu du capitalisme et on a quelque part souligné ses méfaits, mais pour des pays émergents en Chine, en Inde, au Brésil ou au Mexique, où il y a l'émergence d'une classe moyenne, le capitalisme représente aussi, à tort ou à raison, la promesse d'une vie meilleure. Et donc il y a encore énormément de gens sur Terre qui aspirent au capitalisme. Et je crois qu'il faut être conscient de cela et donc pas être trop occidentalo-centré. L'autre problème avec la possible fin du capitalisme, c'est qu'on ne sait pas par quoi on le remplacerait. On ne peut pas dire que le communisme a un meilleur bilan que le capitalisme en matière de protection de l'environnement. Et surtout, et j'ai envie de dire, c'est que je crains qu'on n'ait pas le temps. Je suis un peu inquiet quand j'entends certains militants écologistes qui font de la lutte contre le capitalisme aujourd'hui leur première revendication et qui disent qu'on ne va pas parvenir à protéger la Terre ou le climat si on ne se débarrasse pas d'abord du capitalisme. Honnêtement, j'ai envie de leur dire, ce sera trop tard. Moi aussi, je souhaiterais potentiellement que le capitalisme puisse être respecté par un régime économique plus respectueux des droits humains, plus respectueux du vivant, plus équitable et plus égalitaire. Mais malheureusement, je crains d'attendre longtemps si je dois attendre que ce régime capitaliste meure avant de m'atteler à la lutte contre le changement climatique. Et donc, j'assume ici une position plus pragmatique qui est de lutter contre le changement climatique avec les instruments du capitalisme. Et je crois que ce contre quoi il faut lutter en particulier dans le capitalisme, c'est le court-termisme, c'est-à-dire l'obsession de profit et de rentabilité sur du très court terme qui conduit à de la spéculation sans fin et qui empêche de poser des investissements de long terme. Et j'espère que cette crise, si elle ne met pas fin au capitalisme, pourra au moins, quelque part, convaincre une série d'entreprises et d'investisseurs de la nécessité d'investir dans le long terme pour, quelque part, se défaire du joug de leurs actionnaires et se défaire de la volatilité des marchés financiers qui est à l'œuvre en ce moment. Sur la question de la décroissance, pour le moment, on subit une décroissance, effectivement. On annonce que le PIB français va se replier de 8% cette année, et donc, je dirais, logiquement, nos émissions de gaz à effet de serre vont baisser très fort, et on sait qu'il y a une corrélation très forte entre croissance et émissions de gaz à effet de serre, et à l'inverse, entre décroissance et baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Le problème de cette décroissance actuelle, c'est que c'est une décroissance qu'on subit plutôt que de la choisir. Et comme on la subit, ça veut dire qu'elle va entraîner énormément aussi de casse sociale et aussi de casse psychologique. Je pense à plein d'entreprises qui vont faire faillite, plein de gens qui vont se retrouver au chômage, et on sait les conséquences que ça a. Et donc j'ai envie de dire que notre priorité, sans doute, ça doit pouvoir être de sortir de notre obsession de la croissance et de considérer que par croissance, il faut élargir cela au seul PIB. Aujourd'hui, quand on parle de croissance, on parle uniquement de la croissance de la richesse. Je pense qu'il faut parler aussi demain de la croissance de la prospérité en général, de la croissance du bien-être, de la croissance des inégalités, de la croissance de la démocratie et des droits humains, et qu'il faut absolument que nous ayons des indicateurs de croissance qui ne soient plus uniquement des indicateurs de croissance économique, mais qui soient des indicateurs de croissance de bien-être en général. Et alors oui, la croissance économique pourra faire partie de ce mix potentiellement, mais ça ne doit plus être le seul indicateur, je crois, auquel nous nous fions, parce qu'on voit bien, quelque part, l'absurdité et quelque part le côté un peu suicidaire de ne nous fier qu'à ce seul indicateur. Et là, je pense que cette crise doit aussi être une leçon pour quelque part ouvrir ces indicateurs de croissance à d'autres éléments. Vous êtes un spécialiste des migrations et aussi de la circulation des personnes de façon générale dans l'espace mondial. Quels vont être, au-delà des effets d'annonce de Donald Trump, les impacts de la crise sanitaire actuelle, à la fois sur les flux migratoires, sur les politiques migratoires, et de façon plus générale aussi sur la circulation des personnes, sur les autres circulations des personnes dans le monde que celles des migrants. Et je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure sur la situation particulière des pays riches développés, dont les populations sont les plus à même de développer tourisme, circulation d'affaires, etc. Je dirais qu'il y a d'abord, c'est une vaste question, il y a d'abord une conséquence psychologique qui est que les Européens se sont trouvés pour la première fois dans une situation qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire dans une situation où leur mobilité était restreinte, où ils ne pouvaient plus voyager, où ils étaient interdits de séjour aux États-Unis, placés en quarantaine en Australie, persona non grata en Chine, et certains Européens, des Italiens en l'occurrence, ont même été expulsés de pays africains. La Tunisie ou la Mauritanie ont expulsé des Européens. Et donc, pour la première fois, les Européens vont se trouver confrontés quelque part aux mêmes limitations à leur mobilité que celles qu'ils imposent depuis des années à ceux qui n'ont pas eu la chance de naître sur la rive nord de la Méditerranée. En quelque sorte, les Européens font l'expérience de ce que c'est d'être devenus indésirables, d'être accusés d'apporter avec eux le virus. Et donc, il y a un renversement de perspective assez complet, y compris à l'intérieur des pays. On a aujourd'hui beaucoup de gens qui quittent les villes pour aller dans les campagnes, et l'histoire des 50 dernières années, c'est l'histoire de gens qui quittaient les campagnes pour aller dans les villes. Et donc, on voit qu'il y a un renversement de perspective psychologique qui, à mon avis, est relativement important. Comment est-ce que les Européens pourraient demain continuer à dire que les migrants venus d'Afrique devraient rester dans leur pays et se battre pour le développement de leur pays ou se battre contre les dictatures lorsqu'eux ont été si prompts à quitter leur pays face à la menace d'un confinement. Et donc là, je crois qu'il y a un renversement de perspective psychologique qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire pour le futur Je pense malheureusement qu'on risque d'aller dans une logique de fermeture des frontières de plus en plus grande. Un sondage paru dans Le Monde avant-hier sollicitait les Français sur les mesures sanitaires qui avaient leur préférence. 84% des Français plébiscitaient la fermeture des frontières aux étrangers, sans doute se rendre compte que la fermeture des frontières aux étrangers signifiait que la frontière leur serait également fermée lorsque eux voudraient aller à l'étranger. Et donc je crois qu'il va y avoir un phénomène de repli sur soi, et c'est, je dirais, le principal risque de cette crise, que quelque part les agendas des survivalistes et des nationalistes ne se rejoignent dans un monde refermé sur lui-même en communauté autarcique. Ça, je crois que c'est un risque politique important. Et puis, il y aura un effet économique aussi sur la circulation aérienne, du fait que l'industrie aérienne est sans doute l'industrie qui a le plus souffert de cette crise. Il y a
pas mal de compagnies aériennes qui risquent de tomber en faillite. Virgin Australia est déjà tombée en faillite. Air Mauritius a annoncé sa faillite il y a 3 jours. Donc, il y aura sans doute moins de compagnies aériennes à l'avenir. Ça veut dire sans doute que les prix des billets d'avion seront sans doute plus chers. Ça veut dire que ce qui était un luxe aujourd'hui réservé à environ 15% de la population mondiale risque d'être un luxe réservé encore à une plus infime partie de la population. Ça veut dire que toute une série de familles modestes, par exemple, risquent de ne plus pouvoir partir en vacances à l'étranger parce que le prix des billets d'avion sera plus cher. Alors on peut se dire d'un côté c'est une bonne nouvelle pour le climat que le secteur aérien quelque part ralentisse sa croissance qui effectivement était insoutenable sur le long terme, mais le problème c'est qu'à mon avis ce ralentissement de croissance risque de se faire au profit des classes moyennes inférieures ou des populations moins favorisées qui n'auront plus les moyens d'accéder au transport aérien, qui risquent de redevenir à nouveau un luxe. Alors ça sera sans doute une bonne nouvelle pour le climat, mais je crains que socialement, culturellement, éducativement, ça soit une mauvaise nouvelle. Beaucoup de questions de Fabien, Camille, Livio sur la coopération européenne et la coopération internationale, et des questions qui commencent souvent par est-ce qu'elles ne sont pas de toute façon déjà en échec, et est-ce que aussi bien le Covid d'une part, mais aussi la situation de non-changement climatique ne sont pas symptomatiques de l'échec de ces coopérations européennes et internationales? Si, d'une certaine manière, oui. Et le problème, c'est que c'est aussi à notre échec qu'à nous. C'est aussi notre échec à coopérer, et c'est quelque part un terrible aveu de notre égoïsme ou de nos égoïsmes. Si quelque part, face à une crise comme le coronavirus ou face au changement climatique, si nous ne sommes pas capables de déployer ensemble des solutions communes, si nous ne sommes pas capables de faire montre de solidarité au-delà de nos frontières, c'est un aveu d'échec assez terrible. Cela étant dit, je ne veux pas non plus qu'on jette complètement à l'eau tout ce qui a été construit jusqu'ici. L'Union européenne a quand même a quand même réussi des choses assez extraordinaires. Je pense notamment en matière d'enseignement et de recherche. Aujourd'hui, la plupart de la recherche scientifique est une recherche européenne. S'il n'y avait plus de projets avec mes collègues européens, par exemple, je pense que la recherche sur mes sujets avancerait beaucoup moins rapidement. C'est un succès de l'Union européenne qu'on ne met jamais assez en évidence. C'est Erasmus, par exemple, ou les projets de recherche européens, c'est quand même un formidable succès. Même dans le domaine du climat, bien sûr, on peut se dire à quoi servent finalement toutes ces COP, tous ces grands cirques. Est-ce que finalement ça avance? Reste qu'une fois par an, l'ensemble des gouvernements de la planète et l'ensemble des pays de la planète prennent 2 semaines pour se pencher ensemble sur un problème commun, et ça me paraît quand même en soi relativement significatif. Alors bien sûr, c'est extraordinairement compliqué de mettre tout le monde d'accord. Ils sont clairs. Moi, j'ai 2 frères. Lorsqu'il s'agit de faire un week-end familial avec mes frères et mes parents, c'est des négociations sans fin pour trouver un endroit qui convienne à tout le monde et pour trouver un type d'hébergement qui convienne à tout le monde et une période qui convienne à tout le monde. Alors, si vous devez mettre d'accord, non pas une famille de 3 frères sur un week-end familial, mais 200 gouvernements sur la réponse à apporter face aux plus grands défis du XXIe siècle, eh bien évidemment, ça prend un peu plus de temps. Pardon. Milena demande ce que vous pensez des propositions qui ont été faites par la Convention citoyenne pour le climat. Au risque d'en froisser certains, je les trouve faiblardes. Je les trouve un peu trop consensuelles, un peu trop convenues, et j'ai un peu l'impression, alors que j'avais porté quand même pas mal d'espoir dans un processus qui a sinon la vocation, au moins la capacité de renouveler en partie la démocratie et de résoudre peu ou prou la crise de la démocratie. Vous voulez, j'ai un peu l'impression, pour le moment, j'espère que ça pourra encore évoluer, j'ai un peu l'impression d'une montagne qui a accouché d'une souris. C'est-à-dire que ce qui a fuité dans la presse jusqu'ici, ce qui était communiqué au gouvernement, on a un peu l'impression que c'est une liste d'évidence et au risque d'en froisser certains, peut-être même de platitude, et que quelque part, j'ai un peu l'impression que la Convention n'a pas été suffisamment radicale ou n'a peut-être pas osé porter des propositions qui soient davantage transformatrices. Et donc, si j'étais le gouvernement,
donc, je crois que le principal défi, quand on se demande finalement comment est-ce qu'on peut agir, je dirais que le principal enjeu, c'est notre capacité à nous réapproprier en tant qu'individu, en tant que citoyen, ces choix collectifs et arrêter de nous dire que ce sont les gouvernements ou les multinationales ou les entreprises qui décident pour nous. En tant que citoyens, nous avons aussi notre mot à dire dans ces choix collectifs et c'est pour ça, je crois, qu'on ne pourra pas lutter efficacement contre le changement climatique sans résoudre aussi la crise de la démocratie qui est une crise de la représentation. Qui nous représente au fond? Ce qui crée une telle crise, une telle défiance de nos institutions, c'est qu'on a l'impression que nous ne sommes plus représentés efficacement, justement, par les institutions qui sont censées nous représenter. D'où cette aspiration à des formes de démocratie plus directes, comme la Convention citoyenne pour le climat, où il y a d'autres propositions, notamment fondées sur le tirage au sort. Mais vraiment, on ne parviendra pas à agir efficacement contre le changement climatique si on n'agit pas aussi efficacement en tant que citoyen et pas juste en tant que consommateur, et donc quelque part si on ne résout pas aussi la crise démocratique qui habite nos sociétés en ce moment. Dans ce sens complètement, Mehdi demande comment limiter l'influence sur les responsables politiques des lobbies industriels. Je pense qu'il y a deux manières de limiter l'influence des lobbies industriels sur les politiques, qui est une influence réelle qui est une influence très importante et qu'on voit à l'œuvre à plein régime en ce moment. La première manière, c'est de rendre ces lobbies plus transparents. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on pourra les éliminer complètement. Par contre, on peut obliger les élus et les gouvernements à quelque part publier les courriers qu'ils reçoivent de la part des lobbies, les réunions qu'ils tiennent avec eux, etc. C'est déjà ce qui se fait au Parlement européen, où tous les députés européens doivent publier la liste des réunions qu'ils ont avec les lobbies. Idem pour les commissaires européens, de manière à ce que chacun puisse savoir exactement qui a tenté d'intervenir auprès de qui. Ça, cette question de transparence me paraît très très importante, y compris dans les négociations climat. Je suis favorable à ce qu'on fasse venir les lobbies directement à la table de négociation pour que quelque part ils jouent carte sur table plutôt que de jouer en sous-main. Ça, c'est le premier élément qui me paraît très important. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est de constituer des contre-lobbies, des lobbies d'intérêt collectif. Et aujourd'hui, je trouve que les associations, notamment les associations environnementales qui sont censées défendre l'intérêt collectif, sont beaucoup trop timides. On ne les entend pas et c'est à elles aussi de faire du contre-lobbying et de porter la question de l'intérêt collectif auprès des élus, auprès des gouvernements et auprès des collectivités. Je suis très frappé, honnêtement, de voir à quel point les organisations environnementales, par exemple, sont complètement inaudibles dans cette crise. On entend partout les entreprises, on entend partout les lobbies industriels, on entend partout les lobbies du patronat, on n'entend pas du tout les associations qui sont représentatives de la société civile. Je pense qu'elles doivent prendre absolument une approche plus agressive et faire elles aussi du lobbying pour que face à la défense des intérêts particuliers, il y ait aussi des gens qui aillent défendre l'intérêt général. Vous avez évoqué tout à l'heure le Green New Deal de la Commission européenne. Vous avez dit qu'il est en risque. Justement, qu'est-ce qui est possible, loisible pour les citoyens de l'Union européenne pour faire en sorte qu'il soit mis en œuvre? Je dirais de faire pression sur les gouvernements qui n'en veulent plus ou qui n'en veulent pas. Le paradoxe, c'est que ce Green New Deal, il a été adopté avant la crise, que c'est exactement la réponse dont nous aurons besoin pour sortir de la crise et qu'aujourd'hui, il y a une bonne dizaine de gouvernements européens qui le remettent en cause. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir faire pression sur ces gouvernements, notamment au travers des eurodéputés ou des commissaires européens. Ça implique de s'activer sur les réseaux sociaux, de regarder comment ils ont voté. Le Parlement européen est en train de voter des choses très très importantes pour le moment sur ce sujet. Et on passe notre vie à regarder des médecins qui racontent sur les plateaux télé qu'il faut rester chez nous. Je pense qu'on a compris le message maintenant. Je pense qu'il faut maintenant pouvoir s'intéresser à autre chose qu'à juste aux questions sanitaires liées à l'épidémie. Et quelque part, je suis désolé de le dire, mais on a les yeux complètement braqués uniquement sur l'aspect sanitaire de cette épidémie. Et pendant ce temps-là, il y a des choses très importantes au niveau politique et économique qui se passent sans que quelque part les médias n'en rendent vraiment compte et les plateaux télé sont squattés 24 heures sur 24 par des médecins dont on se demande d'ailleurs s'ils n'ont pas mieux à faire dans leur service d'urgence. Et donc là, il me semble qu'il y a un impératif fondamental d'abord de se tenir au courant
de ce qui se passe, d'alerter les députés et de dire, je crois avec force, que c'est exactement ce dont nous avons besoin et que la crise actuelle ne remet pas du tout en cause le Green New Deal, mais au contraire devrait lui donner une nouvelle amplitude, une nouvelle importance, une nouvelle légitimité, de la même manière que le New Deal de Franklin Roosevelt a remis à plat l'économie américaine après la Grande Dépression des années 30, il faut désormais un nouveau New Deal pour sortir de cette crise. C'est exactement le Green New Deal. Vous êtes membre du GIEC. Le GIEC fait l'objet de critiques répétées depuis son origine, depuis sa création, avec finalement une forme de procès en illégitimité et en non-scientificité. D'un côté, et de l'autre côté, on voit la montée des populismes et l'élection, à la tête y compris de régimes supposément démocratiques, de personnalités populistes. Comment analyser ces évolutions et comment faire en sorte d'y remédier? En expliquant mieux ce qu'est la science et comment elle fonctionne. En expliquant comment sont choisis les scientifiques qui siègent au GIEC, en rappelant que le I de GIEC, il veut dire intergouvernemental, et que donc, oui, c'est une organisation qui dépend des gouvernements, que les rapports sont validés par les gouvernements, en rappelant que le GIEC lui-même ne fait pas de science, ne conduit pas de recherche, mais a pour seule vocation de synthétiser l'ensemble de la recherche existante, et plus fondamentalement, je crois, en expliquant aux gens comment fonctionne la méthode et la démarche scientifique. En expliquant, par exemple, l'importance d'avoir des tests sur la méthodologie, de rendre cette méthodologie falsifiable, c'est-à-dire contestable par d'autres. Vous avez sûrement suivi la controverse au sujet de l'usage de la chloroquine par le professeur Raoult à Marseille et les débats que ça provoque dans la société. Pourquoi est-ce que ça provoque tant de débats? Simplement parce que, quelque part, ce médicament a été administré sans suivre tout un protocole d'essai clinique et parce que, simplement, la méthodologie qui est utilisée par le professeur Raoult n'a pas été divulguée au public. Quelque part, si le professeur Raoult avait, quelque part, dévoilé sa méthodologie et avait fait publier les résultats de ses expériences dans des revues scientifiques, c'est-à-dire pas sur Facebook ou sur YouTube, à ce moment-là, quelque part, il n'y aurait pas eu cette controverse. Et si la chloroquine fonctionne, on l'utiliserait. Et donc ici, je ne suis pas en train de dire est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas utiliser la chloroquine, mais simplement de dire que cette controverse révèle à quel point les Français et les gens en général ne connaissent pas la méthode et la méthodologie scientifique et vont parfois avoir tendance à quelque part mettre une vidéo YouTube ou un post Facebook sur le même plan qu'un article scientifique. Et ce qui va distinguer un article scientifique du reste de l'avis, qui peut-être est vrai d'un scientifique, c'est le fait que les travaux scientifiques vont faire l'objet d'un examen méthodologique rigoureux et vont être en quelque sorte challengés par d'autres spécialistes qui travaillent dans le même domaine. Et donc je pense que c'est vraiment important, quelque part, de faire rentrer la science en démocratie. Et donc ça implique de former les gens, de leur donner les armes qui leur permettent de décrypter et d'identifier ce que sont des travaux scientifiques et ceux qui n'en sont pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire usage de l'argument d'autorité. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se lit sur Facebook ou tout ce qui se voit sur YouTube, c'est n'importe quoi, mais c'est de nature différente des travaux scientifiques. Et donc je pense qu'il y a une vraie alphabétisation de la population à faire par rapport à la manière dont la science est construite et est produite, de manière à ce que les gens puissent aussi avoir leur propre regard critique sur la science. Sinon, ça apparaît comme une sorte de monstre qui peut être instrumentalisé par les politiques et qu'on ne comprend pas bien. François Gemène, merci énormément. J'ai commencé par une boutade et je vais terminer par une autre. Il y a eu, à l'évidence, au moins pour certaines lauréates et certains lauréats, des petits moments de déconnexion. Et ils se demandaient sur la messagerie Facebook si dans le monde d'après, on aurait une connexion meilleure. Je ne vous demande pas nécessairement de réponse, mais je vous laisse le mot de la fin. C'est sûr que pour le moment, paradoxalement, arrive la nouvelle grande controverse scientifique qui sera celle liée à la 5G et qui sera sans doute la nouvelle controverse scientifique
du monde d'après. Pour ceux qui ont déconnecté en cours de route, qui n'hésitent surtout pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux. Un des avantages de la crise, c'est que j'ai un peu plus de temps que d'habitude pour Twitter, Facebook ou LinkedIn. Voilà, merci à tous en tout cas et bon après-midi. François, merci beaucoup. À bientôt.